Bien, les entrées continuent. Bien, écoutez, je vous propose que nous commencions. Donc, le webinaire d'aujourd'hui a pour objet le lancement des structures de l'ouvrage, de la deuxième édition du livre blanc sur les structures de groupe d'assurance mutualiste, coécrit par Corus et Actuelia, et Camille et moi-même en sont les auteurs. Donc, cet ouvrage, en fait, fait suite à la première édition qui est intervenue en 2017, soit juste un an après l'entrée en vigueur de Solvabilité 2. Et cet ouvrage avait pour objectif, et il a toujours pour objectif, d'être un peu un guide sur ce sujet qui est complexe dans la mesure où réglementairement, il y a quelques dispositions éparses et ça a nécessité, en fait, par la pratique, par les acteurs, de se projeter un peu et d'être créatifs. Et donc, c'est l'intérêt d'avoir un guide, pensons-nous, pour identifier en fait les grandes problématiques et puis proposer un guide à suivre quand on s'investit dans un projet de ce type. Donc, on est passé de Solvabilité 1, où on parlait de surveillance complémentaire, au contrôle des groupes. Et ce changement de terminologie a eu pour objet, en réalité, de montrer toute l'importance qu'avait l'adhésion à un groupe, aussi bien en termes positifs, mais aussi potentiellement en termes de risque, et qui nécessite une approche particulière, et donc des institutions, des structures de groupe permettant d'organiser tout cela. Aujourd'hui, 5 ans après, on s'aperçoit que cette nouvelle réglementation a été totalement intégrée par le marché, puisque, comme vous le voyez régulièrement, l'actualité est animée régulièrement, soit de création de structures, de nouvelles affiliations, mais de sorties aussi. Donc, une matière très vivante. Et statistiquement, pour tracer un peu la progression, en fait, en 10 ans, parce que les premières SGAM datent de 2001, enfin en tout cas la création des SGAM date de 2001, et en 5 ans, je dirais qu'il y a eu autant de création de nouvelles structures que sur les 15 premières années hanté Solvabilité 2. Donc c'est pour dire que tout cela s'accélère. Et dans cette deuxième édition, l'objet de cette deuxième édition, et de mettre à jour, parce qu'il y a des réglementations qui ont changé, donc des références qui ont changé, mais également pour actualiser au niveau des exemples de structuration qu'on a intégrés dans cet ouvrage, évidemment, et puis surtout pour développer beaucoup plus une partie qui est une partie prudentielle, qui a été rédigée donc par Actuelia, sur les conséquences et toutes les précautions à prendre en la matière. Et donc, cet ouvrage, au final, a pour objet de mettre en évidence que les groupes mutualistes sont des groupes à l'image des autres groupes dits capitalistiques, mais que la réglementation a permis d'en garder la spécificité. Et c'est ce qu'on va voir, aujourd'hui. Alors, deux mots pour nous présenter chacun. Donc, je suis associé du cabinet Corus, un cabinet d'avocats indépendants que j'ai fondé en 2013, qui est dédié aux acteurs de l'assurance, donc des assureurs mutualistes pour l'essentiel, et également des intermédiaires d'assurance. En termes de services, on propose principalement des services tournés vers les opérations stratégiques. J'entends par là les transferts de portefeuille d'assurance, les fusions, les acquisitions, et puis évidemment, l'objet de ce jour, les rapprochements mutualistes, voire les sorties de groupe. Et nous avons la chance d'avoir, pour nos opérations qui sont transversales habituellement, d'animer un réseau de partenaires, donc que ce soit des avocats d'autres spécialités qui sont complémentaires aux nôtres, que ce soit en droit social, en droit à la concurrence ou autres, des consultants en organisation également, et puis évidemment un cabinet d'actuariat conseil, donc Actuelia,
est représenté aujourd'hui par Camille. Et Camille, je te laisse présenter le cabinet. Merci. Bonjour à tous, Camille Blanc-Vanet, je suis actuaire depuis une dizaine d'années, senior manager chez Actuelia. Donc, Actuelia, c'est un cabinet de conseil en actuariat qui a été créé il y a presque 8 ans. On compte aujourd'hui 30 consultants, tous actuaires avec le titre ou en formation. On travaille avec une centaine d'organismes sur des missions variées, solvabilité 2 bien sûr, mais aussi de la tarification, la mise à disposition de consultants, la réalisation d'audits. Et on observe que ces dernières années, on intervient de plus en plus auprès de nos clients sur des consolidations de groupes, des constructions d'UMG et également des constructions d'UMG, mais aussi des sorties de groupe ou des optimisations de groupe. Donc, on se rend vraiment compte de l'accélération dont parlait Thierry. Et quand Thierry nous a proposé de prendre une part actuarielle dans la 2e édition de son livre, on a vraiment été ravis parce que nous, en tant qu'actuaires, ça fait vraiment partie de notre cœur de métier de réfléchir au groupe aujourd'hui, mais aussi au groupe de demain, de réfléchir au bon niveau de solidarité financière à intégrer dans les conventions groupes, de réfléchir à la meilleure organisation du groupe, notamment l'organisation de la gouvernance. Vous verrez, on consacre une partie importante dans le livre sur le sujet de l'organisation des fonctions clés. On en parle un peu aujourd'hui, mais de réfléchir comment optimiser l'organisation du groupe en fonction du groupe et de ses affiliés, des spécificités des affiliés. Donc voilà, aujourd'hui, actuellement, on intervient de plus en plus auprès de groupes en construction ou auprès d'affiliés qui souhaitent s'affilier à un groupe ou sortir d'un groupe. Très bien, donc nous allons entrer dans le, merci Camille, dans le vif du sujet. Juste une précision, donc les slides vous seront, de présentation d'aujourd'hui vous seront adressés. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous présenter déjà le contenu de l'ouvrage et puis de faire un focus sur certains aspects, notamment liés à l'actualité. Donc vous avez sur la gauche le sommaire. On a essayé de regrouper en 7 thématiques, 7 questions pour réussir un groupement mutualiste. Donc, sur un premier thème, c'est qu'est-ce qu'un groupement mutualiste sous solvabilité 2 ? Parce que ça n'est pas simplement un sujet juridique, ça sous-tend, ça structure justement toute la philosophie des structures de groupe et des groupes mutualistes en particulier. Ensuite, on aborde quels sont les enjeux et la méthode d'un groupement au sein d'une structure de groupe mutualiste. Et là, on déroule la façon de s'y prendre, la chronologie pour déployer tout cela. Et la chronologie est très importante parce qu'il y a des étapes réglementaires qui nécessitent d'être anticipées pour respecter son calendrier cible de entrée en activité du groupe. Un troisième chapitre sur comment organiser la gouvernance d'un groupe mutualiste, qui est évidemment un passage important, puisque je dirais l'actualité le monde parfois, si les vies sont mouvementées, c'est en partie pour des sujets de gouvernance, donc très important d'anticiper et de prévoir les dispositions qu'il faut en matière de gouvernance. Quatrième chapitre, quels impacts au plan prudentiel de l'affiliation à un groupe, et donc Actuelia a développé et dont on va parler en partie aujourd'hui. Un cinquième chapitre sur comment gérer les autres enjeux réglementaires du regroupement mutualiste. Et il y a des enjeux à la fois vis-à-vis de la CPR, mais vis-à-vis des enjeux sociaux, des enjeux concurrentiels, de concentration. Sixième chapitre, comment organiser les moyens d'un groupe mutualiste, puisque effectivement, un des avantages du groupe, c'est d'accroître les moyens et dans le cadre de ce groupe, donc différents sujets, que ce soit au niveau financier ou même humain ou même données personnelles, qui est un sujet important évidemment. Et puis enfin, comment sortir d'un groupe mutualiste, puisque c'est un sujet d'importance quand on y rentre pour avoir, je dirais, une relation sereine et de ne pas rester sur l'idée d'une solution, je dirais, nucléaire, à savoir j'appuie sur le bouton, je rentre ou je sors, mais de prévoir peut-être des choses graduées, en tout cas peut-être les conséquences aussi. Alors aujourd'hui, plus particulièrement dans ce webinaire, on va revenir en première partie sur les groupes mutualistes et leurs spécificités.
la philosophie de ces fameuses structures de groupes d'assurance, SGAM, SGAPS, UMG. Ça, ce sont les groupes prudentiels, mais il y a des groupes non prudentiels qu'on évoquera, mais on va se concentrer surtout sur l'aspect prudentiel. Et d'où un chapitre également aujourd'hui sur les impacts prudentiels qu'exposera Camille. Ensuite, on visualisera quelques exemples de structuration et enfin un double clin d'œil à l'actualité, à la fois des groupes, mais également sur la loi Pacte, puisque ça a aussi des conséquences sur la vie des groupes. Donc, revenons sur les grands principes des groupes et des groupes mutualistes. Les groupes capitalistiques qui sont un peu le modèle, ne serait-ce que historiquement, je dirais, sont un modèle, mais en même temps, il n'y a pas de définition légale de ce qu'est un groupe capitalistique, en tout cas pas de régime juridique global, et tout simplement parce que, je dirais, dans le monde capitalistique, tout cela se gère de façon assez fluide dans les faits, puisque tout repose sur la notion de contrôle et de propriété du capital que l'on n'a pas chez les mutualistes. Et donc, on a à gauche la visualisation d'un schéma de groupe avec des actionnaires qui sont détenteurs du capital social d'une société mère, qui est mère parce qu'elle est elle-même détentrice de la majorité du capital social et des droits de vote d'autres sociétés qui sont filiales. Donc, on voit, c'est une organisation descendante avec un contrôle qui se fait parce que, à l'intérieur des organes sociaux, la société mère va disposer du pouvoir décisionnaire. Donc, la société mère n'est pas là pour se substituer institutionnellement en tant que personne morale à la personne morale de la filiale, mais elle est partie prenante de la gouvernance de la filiale, ce qui permet de s'assurer que la politique de groupe va être respectée. Évidemment, dans le monde mutualiste, on est dans un schéma totalement différent et qui a nécessité d'être très créatif au plan juridique, puisque l'idée a été de recréer des relations de groupe entre différentes entreprises indépendantes, mais sans ce lien de capital qui permet d'avoir ce contrôle direct. Donc, on a certes, au final, une organisation centralisée, puisque c'est l'objectif d'un groupe, mais la grande différence, c'est qu'on est dans une organisation participative. Alors, le mot est sans doute un peu galvaudé, mais a une vraie réalité ici. Pourquoi participatif? Parce qu'on est dans un schéma que vous voyez à droite, qui montre une relation, je dirais, double, à la fois ascendante et descendante. Pourquoi? Parce que la structure de groupe mutualiste est créée par ce qu'on appelle sous solvabilité 2 les filiales, hein, dans le schéma d'à côté. Donc, ce sont les affiliés qui vont décider de créer une structure faîtière pour animer le groupe et être un lieu de concertation où on arrête des politiques de groupe qui vont être appliquées par les affiliés. Et donc, la structure de groupe sera également là pour vérifier que ce qu'on a mis en place est bien réalisé. Et si ça n'est pas le cas, la réglementation prévoit, et surtout la CPR s'attend, à ce qu'il y ait des pouvoirs de sanction. Alors, on est dans un schéma donc, qui est participatif parce que les affiliés vont participer à la gouvernance de la structure de groupe, pas simplement à la création, mais pendant le fonctionnement de la structure, contrairement aux filiales qui, elles, certes, la société mère va être dans leur gouvernance, mais ça n'est pas réciproque. Et donc, ça change évidemment tout, outre le fait qu'un affilié, contrairement à une filiale, peut décider de sortir du groupe. Donc, on voit bien que même si effectivement au sein d'un groupe, il va y avoir des problématiques politiques de détermination des pouvoirs de vote de chaque affilié au sein de la structure de groupe, pour autant, je dirais, il y a des garanties démocratiques qu'on ne va pas développer ici, mais qui sont développées dans l'ouvrage, qui permettent de s'assurer qu'il y a un équilibre de pouvoir, contrairement à ce qui se passe dans un groupe capitalistique. Alors,
une question effectivement quand on parle de groupe, c'est pourquoi s'engager, pourquoi ne pas s'engager. Et il faut se poser les deux questions pour être sûr de la réponse qu'on va se donner. Pourquoi s'engager? Je dirais que les arguments sont ceux de tout groupe, hein, qu'il soit mutualiste ou pas. C'est l'avantage d'être à plusieurs, d'avoir une assise à la fois financière, mais d'avoir des moyens matériels et humains aussi mutualisés, donc plus importants, d'accroître la possibilité de diversification du groupe, avec des possibilités d'atteindre des marchés et de façon croisée par les différents membres du groupe. Et puis, évidemment, des économies d'échelle qu'on peut trouver dans un groupe. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas s'engager? Eh bien, une des questions généralement qui taraudent le plus les acteurs mutualistes, et c'est normal, c'est mais est-ce que je ne vais pas finalement perdre ma raison d'être, perdre ma souveraineté, mon autonomie juridique en rentrant dans un groupe? Eh bien, je dirais que la réponse, en fait, est dans l'objectif qu'on se fixe au final. Évidemment, un groupe n'est pas simplement la possibilité d'accéder à des moyens supplémentaires. C'est avant tout une démarche stratégique et donc une adhésion à une politique commune que l'on va arrêter en commun, ou si on rejoint un nouveau groupe, c'est de s'assurer qu'effectivement cette politique va nous convenir. Donc, surtout, on va, et c'est ce qu'on va voir là dans les différents sujets qu'on va évoquer rapidement, il peut y avoir des contraintes, il y a des avantages, tout cela normalement doit s'équilibrer et en tout cas doit être justifié par un objectif commun. Et parmi les sujets sur lesquels ces réflexions portent, évidemment, il y a les aspects prudentiels. Et je vais laisser la parole à Camille pour développer ce sujet. Merci Thierry. Donc effectivement, quand on va soit s'affilier à un groupe ou alors quand on va créer un groupe, il va y avoir des impacts solvabilité 2. Donc, dans le livre, on vous présente la mise en pratique des exigences prudentielles au sein du groupe, mais également les alternatives possibles qui vont s'offrir pour les entités affiliées. Alors, déjà, il faut savoir que les exigences solvabilité 2 qui s'appliquent au groupe s'inspirent fortement des exigences qui s'appliquent aux entités solo. C'est-à-dire que les exigences du pilier 1, c'est-à-dire les exigences quantitatives, vont s'imposer au groupe. Le groupe, comme vous avez pu le faire vous pour le 8 avril, doit calculer annuellement son ratio de solvabilité groupe. Alors, les délais sont un peu décalés par rapport aux entités solo, mais ils doivent le faire au moins une fois par an. Les exigences qualitatives du pilier 2, donc tout ce qui est gouvernance, fonctions clés, politique écrite, vont également s'appliquer au groupe. Le groupe va devoir rédiger des politiques écrites qui seront ensuite déclinées au niveau solo. Le groupe va devoir mettre en place une gouvernance avec des exigences de compétences et d'honorabilité, va devoir mettre en place un système de gestion des risques, groupe. Et puis, bien sûr, va devoir disposer de fonctions clés et réaliser des travaux hors ça. Enfin, et là, ce n'est pas le sujet qu'on préfère, ils vont devoir également travailler sur le reporting avec le pilier 3. Alors, dans ce webinaire, le temps est compté, donc on a choisi deux sujets, le sujet fonction clé et le sujet ORSA, mais vous trouverez l'ensemble des exigences des trois piliers dans le livre. Donc, sur les fonctions clés, ce que dit la réglementation, c'est qu'au niveau groupe, vous devez mettre en place 4 fonctions clés. La fonction clé actuariat, la fonction clé vérification de la conformité, la fonction clé gestion des risques et la fonction clé audit interne. Donc là, vous reconnaissez les fonctions clés qui s'imposent déjà dans les entités solo. Au niveau groupe, ces fonctions clés vont avoir un rôle de coordination. La fonction clé actuariat va devoir coordonner les travaux actuariels des entités affiliées. Elle va devoir s'assurer de la cohérence des méthodes appliquées, de la cohérence des processus appliqués en termes de souscription, provisionnement, réassurance. Elle va également devoir rédiger un rapport actuariel groupe. Si on prend l'exemple de la fonction conformité, elle va mettre en place une veille juridique pour l'ensemble des affiliés.
et également s'assurer que les exigences réglementaires sont bien prises en compte au niveau groupe, mais également au niveau des affiliés. Donc, l'influence dominante qui est souhaitée dans le cadre d'un groupe prudentiel va aussi s'exercer à travers ces fonctions clés groupes qui vont diffuser des méthodologies, diffuser des bonnes pratiques au niveau solo. Alors, ce qui peut changer pour les affiliés et ce qui changera du coup pour la fonction clé groupe, si on passe à la slide suivante, c'est le fait que pour les affiliés, on va observer sur le marché 2 alternatives possibles. La première, c'est de se dire, quand on s'affilie à un groupe, on va avoir la fonction clé groupe, mais au niveau solo, on va conserver notre responsable de fonction clé. Il y a une alternative, par contre, qui est autorisée par la CPR, voire encouragée, c'est finalement de se dire que les affiliés vont faire porter leur fonction clé au responsable de la fonction clé groupe. Et donc, finalement, le responsable de la fonction clé groupe porterait la responsabilité au niveau groupe, mais également au niveau de l'affilié. Ça reste vraiment à la main des affiliés qui peuvent décider, par exemple, de déléguer leurs fonctions clés actuarielles, mais de conserver les autres, qui peuvent décider de déléguer toutes leurs fonctions clés. Et puis, ce n'est pas parce qu'une affiliée fait un choix que les autres affiliés doivent forcément suivre le même choix. Donc, si on se place dans le cadre où vous allez décider en tant qu'affilié de faire porter votre fonction clé au groupe, il va falloir s'assurer que cette fonction clé, elle dispose d'un lien fonctionnel avec le directeur général de l'affilié, qu'elle soit auditionnée par le conseil d'administration du groupe, bien sûr, mais également de l'affilié. Et puis, ça n'empêche pas qu'au niveau de l'entité solo devra avoir un référent, un interlocuteur direct avec la fonction clé groupe. Enfin, et même si cette pratique est plutôt encouragée, on a le sentiment par la CPR est très vigilante au fait que dans ce cadre, dans cette organisation, il faut que votre fonction clé groupe dispose de suffisamment de temps pour cumuler et les exercices de coordination du groupe et également le temps de réaliser les travaux au titre de la responsabilité de la fonction clé affiliée. Cette organisation a un certain avantage, c'est qu'elle va limiter la charge administrative et limiter les doublons. Si on pense notamment à la fonction clé conformité, on peut peut-être se dire que ça permet de limiter les doublons et qu'il y ait une fonction clé groupe et une fonction clé affiliée qui surveillent une même veille juridique finalement, qui assurent la même veille juridique. Ça permettrait de limiter le doublon. Ça permet aussi de faciliter la justification des compétences. Si on prend l'exemple de la fonction clé actuariat, l'actuaire est de fait par la CPR jugé fit and proper. Si on a 6 affiliés, ça nécessiterait d'avoir 6 actuaires. Dans le cadre d'un groupe, on peut se dire qu'on peut avoir un unique actuaire s'il dispose suffisamment de temps qui porterait finalement la responsabilité de l'ensemble des affiliés. Pour d'autres fonctions clés, la fonction clé gestion des risques, par exemple, peut-être que l'entité affiliée peut décider de la conserver parce que les risques de sa structure sont vraiment propres et que ça nécessiterait trop de travail pour la fonction clé groupe et de suivre les risques majeurs du groupe et les risques majeurs de l'affilié. Donc, finalement, ce choix d'organisation va vraiment dépendre de vos besoins, des moyens et du groupe et des moyens des affiliés. En tout cas, on se rend compte qu'en tant que cabinet de conseil, on intervient de plus en plus sur des sujets d'audit, d'organisation de la gouvernance des groupes. Comme il existe des alternatives d'organisation, on va peut-être parfois se retrouver dans des situations où il y a des doublons et le travail est fait 2 fois, ou alors dans des situations où finalement il y a un sujet qui est ni traité par la fonction clé groupe, ni traité au sein de l'entité solo. Donc on est de plus en plus sollicité sur ces sujets d'audit d'organisation ou d'aide à l'optimisation de la gouvernance des groupes et des solos. Le deuxième sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui avec vous, c'est la mise en œuvre de l'ORSA. Alors l'ORSA, c'est le sujet stratégique. Alors un petit rappel du contenu de l'ORSA. Pour le 8 avril, toutes les entités solo, alors affiliées ou non, ont dû calculer et communiquer leur ratio de solvabilité vu au 31/12/2020. Dans le cadre de l'ORSA, l'objectif, c'est de projeter ce ratio de solvabilité sur un horizon de projection qui dépend des structures, souvent entre 3 et 10 ans, et de s'assurer que le business plan central permette d'assurer la solvabilité sur l'horizon de projection.
Donc ça, c'est les travaux ORSA qui sont réalisés annuellement par l'ensemble des organismes d'assurance. Là aussi, ce que dit la réglementation, c'est que les groupes doivent également mener des travaux ORSA et rédiger un rapport ORSA groupe. Alors souvent, ce rapport ORSA groupe va émaner des ORSA des solos. Alors ça a l'air évident que le business plan du groupe dépend finalement du business plan des solos, mais ça a tout un tas de conséquences sur les entités affiliées. Déjà, en termes logistiques, pour l'ORSA, il n'y a pas de calendrier imposé. Et on voit des structures qui vont plutôt décider de le faire tout de suite au mois d'avril après avoir calculé leur ratio de solvabilité. D'autres qui vont plutôt le faire en septembre parce que c'est plus cohérent pour déterminer leurs hypothèses d'indexation tarifaire. Et puis d'autres qui vont décider plutôt de le faire en décembre. Dans le cadre d'un groupe, on sera obligé d'homogénéiser le calendrier pour qu'à la fin, la consolidation soit cohérente. Toujours pour que la consolidation soit cohérente, il va falloir que les affiliés prennent des hypothèses communes. Alors, communes déjà sur la durée de projection, il faut que l'horizon soit le même pour l'ensemble des entités affiliées, ce qui peut parfois ne pas être évident si on a une entité qui fait que de la santé, elle était peut-être sur un horizon de projection de 3 ans, alors qu'une entité qui fait de la vie, elle a peut-être plutôt décidé un horizon de projection de 10 ans. Il va falloir finalement trouver un consensus sur le meilleur horizon de projection. Mais au-delà de cette hypothèse, on va retrouver aussi des hypothèses sur le business plan. Si on prend l'ORSA de l'année dernière réalisée en 2020, alors l'ORSA, il faut projeter l'activité future. L'année dernière, en 2020, en plein contexte pandémique, le business plan était encore plus incertain. Est-ce qu'il va y avoir un rattrapage des prestations? Est-ce que les marchés financiers vont rester bas? Est-ce qu'il va y avoir une taxe Covid? Il y a un an, on était un peu dans le flou sur cette contribution Covid dont on a eu l'information finalement quasiment qu'au mois de décembre. Il a fallu que l'ensemble des affiliés prennent un consensus pour que leur business plan soit optimiste, soit pessimiste, mais en tout cas ait la même cohérence d'ensemble pour après assurer une cohérence au niveau de l'agrégation du niveau groupe. Donc, il faut avoir en tête que dans le cadre d'un groupe, les affiliés vont avoir finalement des exigences complémentaires en termes d'hypothèses sur lesquelles il va falloir trouver un consensus. Mais être affilié à un groupe, ça va aussi vous permettre peut-être de disposer d'un outil commun, de méthodes communes. Et donc, ça peut être aussi un avantage pour des structures de disposer de cet outil commun. À l'inverse, pour d'autres structures qui sont simples, c'est-à-dire qui font peut-être que de la santé sans réassurance, la mise à disposition d'un outil commun peut peut-être apparaître comme une contrainte. Alors attention, le groupe, en tout cas au début, normalement n'impose rien, ou en tout cas, si elle propose et que les propositions peuvent paraître complexes, il y a bien sûr des ajustements qui peuvent avoir lieu en discutant avec le groupe. Un des allègements possibles, par contre, au niveau de l'ORSA, c'est en termes de reporting. Sous condition d'acceptation par la CPR, les affiliés peuvent être exonérés de rédiger le rapport ORSA. Néanmoins, il faudra bien sûr projeter son business plan, projeter les scénarios et rédiger une note, pas forcément transmise à la CPR, mais qui devra au moins être transmise aux administrateurs. Donc, finalement, sur ces deux exemples, et vous verrez, c'est ce qu'on présente dans le livre, selon les cas, l'affiliation à un groupe peut apporter des allègements dans la mise en œuvre de solvabilité, mais aussi des contraintes. Et c'est une vraie analyse au cas par cas qui va dépendre de l'affilié, du groupe, de votre stratégie, des moyens humains, des moyens informatiques dont vous disposez ou dont vous pourriez disposer si vous affiliez à un groupe. En tout cas, nous, notre observation du marché, c'est que l'allègement des contraintes solvabilité 2, en tout cas l'argument solvabilité 2, ne peut être le seul argument pour s'affilier à un groupe. A contrario, ça ne peut pas être non plus le seul argument pour ne pas s'affilier à un groupe. Et voilà, il faut avoir en tête que lorsqu'on rentre dans un groupe, il y a des exigences prudentielles qui vont s'appliquer au niveau de ce groupe, mais qui vont décliner des contraintes, des ajustements au niveau des affiliés. Merci Camille. Donc nous allons passer voilà, au sujet suivant, à quelques exemples de structuration qui existent aujourd'hui sur le marché pour illustrer un peu plus
la philosophie et ce fonctionnement des structures de groupe. Alors, si on peut catégoriser, je dirais, il y a différentes organisations. Il y en a sous un format simple où vous avez simplement une structure de groupe et puis des affiliations. Je dirais, donc, on a un seul étage. Et puis, vous avez d'autres groupes qui ont mis en place un double étage selon des formats différents que l'on va voir. Le premier exemple ici, celui du groupe Vive, qui a choisi de combiner une structure de groupe prudentielle, donc à gauche, une union mutualiste de groupe, une UMG, et une UGM, donc une structure de groupe non prudentielle, une union de groupe mutualiste, Vive Coopération. Et jusqu'à présent, donc, on vous a parlé simplement de l'UMG, enfin, des structures prudentielles, mais il y a un gros avantage à considérer aussi ces structures de groupe non prudentielles qui sont, je dirais, plus souples, en tout cas plus ouvertes dans ce qu'on veut y faire, et surtout qui est d'une nature différente. Et c'est la raison pour laquelle certains groupes ont décidé de cumuler ces deux types de structures, puisque à gauche, sur les entités qui ont décidé de s'affilier à une structure de groupe prudentielle, cela suppose deux choses. C'est qu'elles ont décidé de rentrer ensemble dans le cadre d'une politique de groupe. Et quand on dit politique de groupe, ça signifie, au sens prudentiel et de la réglementation, que la structure tête de groupe va avoir une influence dominante, c'est le terme juridique, sur les affiliés. Alors, cette influence dominante, ça n'est pas, comme on l'a déjà dit, dans la même philosophie que le contrôle d'une société mère capitalistique sur ses filiales. Ici, c'est l'application de la politique groupe qui va être déterminée dans la gouvernance commune par les affiliés, en assemblée générale, en conseil d'administration. Et la structure tête de groupe va être ensuite en charge d'assurer le contrôle. Ça veut dire quoi, le contrôle? Ça veut dire aller vérifier que les décisions sont bien prises conformément à la politique écrite groupe, puisque, comme il a été rappelé tout à l'heure, effectivement, il y a une politique écrite groupe et des politiques écrites solo qui existent toujours, mais qui évidemment doivent s'inscrire dans la même philosophie, de la même façon qu'il y a l'ORSA groupe et les ORSA solo. Et pourquoi cette organisation centralisée, cette vérification? Parce qu'il y a un lien qui est fait de façon indissociable dans Solvabilité 2 entre cette solidarité financière que va permettre d'organiser une structure de groupe prudentielle et le fait que la gouvernance va permettre de s'assurer que cette solidarité financière ne va pas générer des risques hors de tout contrôle. Et d'ailleurs, la CPR attend des groupes et des structures têtes de groupe de faire le travail qu'elle faisait seule avant, c'est-à-dire de vérifier que les entités solo font bien ce qu'elles doivent faire au regard de la réglementation. Et donc, la CPR elle attend que le premier interlocuteur soit la structure tête de groupe, même si évidemment ça n'empêche pas des contrôles et des relations directes solo. Donc il y a cette imbrication, dès lors qu'il y a une solidarité financière et que quelque part tout le monde est impliqué par ce que fait le voisin, eh bien c'est normal qu'il y ait une certaine surveillance, que les règles qu'on a décidé de s'appliquer sont appliquées correctement. Et c'est ce lien entre gouvernance, influence dominante et solidarité financière. En revanche, il est possible que, tout en souhaitant rejoindre un groupe, on ne soit pas prêt à rentrer dans ces deux cadres, à la fois financiers et de gouvernance centralisée. Et donc, c'est la possibilité, dans ce cas-là, de créer une structure de groupe non prudentielle. Ici, l'exemple est une UGM qui permet aux affiliés de trouver un lieu de coopération, alors à définir, parce que pour le coup, la réglementation est encore plus, je dirais, succincte sur ce type de structure, et donc laisse aux parties la main pour dessiner l'objet de leur coopération.
En revanche, et on l'a bien dans la dénomination, hein, on est sur, je dirais, le décalque par opposition à un groupe prudentiel lorsqu'on est dans un groupe non prudentiel, ce qui signifie que il ne faut pas qu'on y retrouve, et ce n'est pas simplement une faculté, il ne faut pas que dans un groupe non prudentiel, il y ait ni influence dominante, ni solidarité financière. Et je dirais que c'est un exercice dans lequel il faut être vigilant parce qu'on peut être amené, si on coopère sur différents sujets, à vouloir également développer des flux financiers. Mais le sujet aussi est important au plan commercial parce que même si on développe des coopérations, si on est dans un groupe non prudentiel, il faut bien avoir en tête qu'on est sur un groupe qui n'est pas centralisé et qui est censé, au plan du droit de la concurrence, ne pas fonctionner comme un groupe prudentiel. Le groupe prudentiel, lui, étant vraiment une structure identifiée comme étant unie, on peut se faire des partages de marché, s'entendre sur les tarifs et autres dans le cadre d'un groupe prudentiel, puisque c'est affiché comme tel au marché, qu'on est une entité qui fonctionne de façon commune. En revanche, dans un groupe non prudentiel, on a décidé de ne pas rentrer dans ce schéma centralisé et donc il ne faut surtout pas aller trop loin dans les coopérations commerciales. En tout cas, il faut s'arrêter au stade où juridiquement, on pourrait être qualifié d'entente prohibée, c'est-à-dire justement s'entendre sur des répartitions de marché, sur des tarifs et autres. Donc, on voit bien qu'on est dans deux philosophies différentes. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'on peut mêler les deux comme le font ici, enfin comme le fait ici le groupe VIV. Un autre exemple de structuration avec toujours l'existence de deux structures tête de groupe, mais dans une philosophie différente, puisque ici on a par exemple une illustration très récente, hein, le groupe AEMA, issu du rapprochement de Massif et du groupe Aesio. Et là, le choix a été de structurer leur groupe à partir d'une SGAM, une société de groupe d'assurance mutuelle, donc structure prudentielle, mais auquel est affiliée également une autre structure prudentielle qui est une UMG, Union mutualiste de groupe, et qui, elle, a pour vocation de fédérer dans un premier étage les mutuelles du Code de la mutualité, alors que l'autre affilié de la SGAM commune est la Société d'assurance mutuelle Massif, donc avec une structure différente, mais surtout des activités aussi différentes, puisqu'on est plutôt sur de l'IRD ici. Et donc, ce cumul de deux structures de groupe permet à la fois un équilibre en termes d'organisation, je dirais, de logique de marché, mais également un équilibre de gouvernance. Et le groupe a rendu public qu'en termes de gouvernance, autant au sein de la SGAM commune, FEDCARE Massif est représenté à hauteur des 2/3 des pouvoirs de vote et Aesio d'un tiers. En revanche, dans la sous-holding, l'UMG commune, le rapport est inversé puisque c'est Aesio qui a les 2/3 des pouvoirs de vote alors que Massif en a un tiers. Donc ça permet, on voit bien, à la fois quand on mixe structure prudentielle, non prudentielle ou double structure prudentielle, de trouver des équilibres qui peuvent convenir à chacun des partenaires. Et puis, on a d'autres exemples. Alors, dans un schéma de mixité, je vais repousser encore un peu plus loin, puisque là, on a l'exemple du groupe Covea qui a fait le choix de mixer à la fois une structure de groupe mutualiste et puis une sous-holding, cette fois-ci capitalistique, avec la création de Covea Coopération, qui est une SA, une société anonyme, donc de réassurance. Alors, c'est un schéma intéressant ici, parce que historiquement, Covea a été la première SGAM, hein, avant même l'entrée en vigueur de Solvabilité 2, et regroupait les marques mutualistes bien connues, MMA, GMF, MAF, c'est adjoint également AM. Et
elles ont fonctionné comme ça un certain nombre d'années et sous Solvabilité 2, après Solvabilité 2, en fait, a été fait le choix de déplacer en fait, les activités opérationnelles dans le monde capitalistique, même si les mutualistes d'origine sont toujours là, puisque c'est eux qui sont les animateurs de la SGAM et de la gouvernance mutualiste. Mais opérationnellement, le choix a été fait du transfert des portefeuilles de contrats d'assurance des différentes entités mutualistes à Covea Coopération, qui elle-même a filialisé ses activités. Vous voyez en bas du schéma la détention à 100% des filiales où on retrouve les marques MMA, GMF, MAF. Alors, certes, les mutualistes ont toujours des portefeuilles résiduels, puisque sinon, elles n'existeraient plus, puisque c'est consubstantiel l'existence d'assurés de l'existence d'une mutuelle, hein, mais l'essentiel des portefeuilles a été déplacé dans des structures capitalistiques. Donc, on voit une grande originalité et on voit aussi, c'est un peu le schéma, mais qui a été poussé historiquement à l'extrême, hein, d'AXA SA, qui aussi, même si c'est aujourd'hui, on voit surtout la société AXA SA cotée en bourse, est toujours détenue par des structures mutualistes qui certes ont en gros 15 à 18% du capital, mais qui en restent néanmoins les premiers actionnaires et les premiers titulaires de la gouvernance. Alors, on n'est pas dans ce schéma-là aujourd'hui dans ce GAM Covea, mais la structuration s'assimile un peu à cela. Et puis, plus récemment, le Malakoff Humanis, depuis le 1er janvier 2020, s'est organisé aussi sur un schéma un peu similaire, du moins en termes de placement de structure, puisqu'on a aussi une SGAM fêtière qui est animée, vous voyez juste en dessous, par un certain nombre d'organismes mutualistes et paritaires, et qui ont eux-mêmes créé une sous-holding, Malakoff Humanis SA. Et contrairement à l'exemple de Covea, en fait, on a ici une holding qu'on dirait dans le monde capitaliste une holding pure, puisqu'elle n'a pas d'activité d'assurance ou de réassurance. Elle est là pour, je dirais, contrôler les structures que vous voyez en bas, opérationnelles d'assurance. Alors, comme c'est un groupe de protection sociale. Vous avez en pointillé également l'association Sommital et l'association de moyens qui d'ailleurs offre une problématique spécifique ici par rapport aux structures de groupe prudentielles, puisque normalement la stratégie est déterminée dans un GPS par l'association Sommital, mais doit concilier ça avec le fait que la SGAM, et la CPR attend que la SGAM ait un rôle également stratégique vis-à-vis de ses affiliés. Donc voilà pour les quelques exemples qu'on pouvait commenter ce matin. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais ça illustre vraiment la richesse de ces véhicules juridiques qui permettent vraiment des configurations de groupe assez variées. Et puis pour finir, nous allons faire un petit focus sur les conséquences de la loi Pacte, particulièrement sur les groupes. Comme vous le savez, la loi Pacte a différents sujets, hein, elle a 10 chapitres en tout, et pour l'assurance, deux qui les concernent, à savoir celui sur la retraite avec les PER, et puis celui qu'on va évoquer ce matin sur la place de l'entreprise dans la société avec un grand S, et pas simplement les sociétés commerciales, mais également, y compris les sociétés de l'économie sociale et solidaire, et que sont les organismes mutualistes. Alors, ça a été l'objet de grands débats, et pour cause, puisqu'on est en présence d'une grande révolution, d'une double révolution. Et la première dont on a beaucoup parlé, c'est la possibilité d'être entreprise à mission. Alors, le terme est générique, hein, mais couvre en fait dans la loi deux appellations, les sociétés à mission en tant que telles, et ce sont des sociétés commerciales qui vont pouvoir intégrer une orientation d'intérêt général et pas simplement le partage des bénéfices entre ses membres. Et puis également, d'un autre côté, les mutuelles à mission, les coopératives aussi peuvent être entreprises à mission. Et un débat a eu lieu pour tous les acteurs de l'ESS, puisque la question pouvait se poser de l'intérêt de doubler, je dirais, les mutuelles
d'une casquette à mission, alors que par définition, je dirais, elles sont orientées vers l'intérêt collectif, l'intérêt général, puisque de toute façon, le partage de bénéfices ne leur est pas possible. Alors, on ne va pas rentrer ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais juste un éclairage. Je pense que ça n'est pas un doublon et qu'en tout cas, c'est une opportunité et qu'il faut prendre en compte parce que les sociétés commerciales se sont et s'approprient très rapidement cet outil ou du moins cette qualité. Et je pense que pour les mutualistes, c'est une façon de rénover, je dirais, de mieux communiquer sur les valeurs mutualistes, et tout simplement parce que ça offre une structuration du fonctionnement à partir d'objectifs qui doivent être déclinés, qui doivent être affichés, qui sont statutaires, et qui doivent être déclinés en indicateurs, et avec un comité de mission qui va vérifier que tout cela est bien mis en œuvre et avec un rapport tous les ans. Donc, même peut-être sans aller jusqu'au statut de mutuelle à mission, il peut y avoir un intérêt à réfléchir sur la façon de faire vivre ces valeurs mutualistes sur un schéma identique qui soit peut-être un peu plus lisible qu'aujourd'hui. Et la deuxième révolution, qu'a amené la loi Pacte et dont on a beaucoup moins parlé, c'est l'obligation de prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux par tous. Parce que la mutuelle à mission ou les entreprises à mission, c'est une option, une faculté. En revanche, là, c'est une obligation qui s'impose à toutes les structures. Et donc, depuis le 22 mai 2019, qui est la date d'entrée en vigueur de la loi Pacte. Et qu'est-ce que c'est que cette obligation? Eh bien, c'est la nécessité pour les conseils d'administration et les directions, désormais, quand elles prennent des décisions, alors évidemment pas toutes les décisions au quotidien, mais des décisions importantes, de rentrer dans un processus où il faut se poser la question si ces décisions importantes ont des effets collatéraux évidemment négatifs, que ce soit au plan social ou au plan environnemental. Et ça ne veut pas nécessairement dire que il faut à la fois opter pour ce qui est mais le meilleur au plan social ou environnemental. Vous ne devez pas prendre que des décisions écologiques. En tout cas, il faut vous poser la question, est-ce que ça va avoir des dégâts collatéraux ou pas, et de voir comment vous pouvez, si vous pouvez ou pas, prendre des décisions qui vont dans le bon sens. L'exemple que je prends qui est parlant, je trouve, c'est si vous devez acheter une flotte automobile. Évidemment, le plus écologique, en principe, devrait être de prendre des véhicules électriques, mais si pour des raisons ne serait-ce qu'économiques, ça n'est pas raisonnable, eh bien, vous pouvez décider de prendre un autre type de flotte automobile. Mais vous devez vous poser les questions et vous devez en justifier et vous devez le tracer. Et donc, j'en viens aux conséquences sur les groupes mutualistes et de cette loi Pacte. Alors, contrairement aux autres structures que j'ai citées, il n'y a pas de texte express qui vise les structures de groupe prudentielles, ni et encore moins non prudentielles. Donc, les SGAPS, les SGAM et les UMG n'ont pas la possibilité de devenir entreprise à mission en tant que telle et n'ont pas en tant que telle cette obligation de prise en compte. En revanche, évidemment, comme ce sont des structures tête de groupe, elles sont là pour animer une stratégie de groupe dans lequel va s'insérer les stratégies des affiliés, mais évidemment, les stratégies pour ceux des affiliés qui auraient fait le choix de devenir entreprise à mission et de toute façon qui sont soumis à l'obligation de respecter les enjeux sociaux et environnementaux, de prendre en compte ces enjeux, eh bien évidemment, par capillarité, la stratégie de groupe devra prendre en compte ces obligations dans tous les cas de figure et l'intégrer dans ses politiques de groupe. Donc voilà ce que nous voulions vous exposer à titre d'illustration des différents sujets qui sont abordés dans cet ouvrage sur les structures de groupe d'assurance mutualiste. J'espère que ça vous a déjà donné quelques éclairages. Et puis, en tout cas, on est à votre disposition dès maintenant pour répondre à vos questions. Je crois, Thierry, que je vois une question dans le chat. Alors, je te laisse peut-être y répondre et puis je compléterai si tu veux. Quelle est la frontière concernant la veille juridique
entre ce que peut faire une direction juridique groupe et ce que peut faire la fonction clé conformité? Alors, la direction juridique groupe, elle va être là euh, pour à la fois, évidemment, être informée et alertée sur les nouvelles réglementations, mais elle va être surtout là pour appliquer, pour mettre en œuvre les différentes déclinaisons de ces obligations juridiques qu'il peut y avoir. Mais la fonction clé groupe, qui est effectivement une nouveauté de solvabilité 2, que ce soit d'ailleurs au niveau groupe ou au niveau solo, la fonction clé conformité, elle va être plus là dans un rôle de contrôle, alors de conseil également, puisque, comme on le sait, c'est je dirais une fonction qui a une vocation de communication directe avec le conseil d'administration, à la fois de remontée d'informations et à la fois de conseil du conseil d'administration pour le contrôle de l'opérationnel, mais va être davantage dans une fonction de mise en place de vérification à la fois au niveau groupe, mais dans un dialogue avec les fonctions clés solo, comme l'a exposé Camille tout à l'heure. Camille, est-ce que tu souhaites ajouter Non, oui, je partage. Hein, et puis, ça peut dépendre aussi de l'organisation de chacun des groupes et des structures. Est-ce que dans le chat, il y a d'autres questions? Alors, je regarde. Alors, vous pouvez prendre la parole hein, en activant vos micros. En principe, vous pouvez les réactiver vous-même. Alors là, peut-être plutôt toi aussi, Thierry, au regard de la réforme des fonctionnaires, PSC des fonctionnaires, quel impact, selon nous, sur les structures EMG, SGAM et autres? Alors, est-ce que vous pouvez être un peu plus… est-ce que la personne qui a posé les questions peut prendre la parole pour être un peu plus explicite sur sa question? Je ne sais pas s'il y a un souci de micro ou pas, ou par le chat. Oui, c'est bon. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est bon. Merci de m'avoir donné la main et la parole. Oui, en effet, dans le cadre de la réforme de la protection sociale, vous savez qu'il va y avoir la fin des référencements, vous savez, dans les administrations de fonctionnaires, et donc le principe d'une sorte d'ANI pour la fonction publique. Donc forcément, les structures que vous aviez décrites, notamment les UMG et pourquoi pas les UGM, pourraient être bouleversées et avoir à traiter autrement justement la relation avec les administrations. On passera d'ailleurs en contrat collectif probablement obligatoire. Donc forcément, ça peut changer peut-être la donne de gouvernance au sein de ces UMG, de ces structures que vous avez décrites, non? Alors, oui, évidemment, toute réforme d'ampleur comme celle-ci va avoir un impact et devra être prise en compte par une structure de groupe. En revanche, je ne l'ai pas rappelé dans le déroulé, mais un point important, évidemment, ces structures de groupe sont des structures animatrices, mais ne sont pas autorisées à être dans l'opérationnel, c'est-à-dire à être elles-mêmes organismes d'assurance ou de réassurance. Hein, il y a bien une distinction entre les structures affiliées qui, elles, sont les structures opérationnelles et qui ont l'activité d'assurance, de la structure tête de groupe qui, elle, est là pour animer le groupe, va adopter des politiques écrites de groupe notamment, mais ne va pas elle-même être dans l'opérationnel. Donc, pour le sujet que vous évoquez, je dirais qu'il ne va pas y avoir d'impact, je dirais, technique pour la structure de groupe, parce que c'est bien les affiliés qui vont devoir, je dirais, prendre en compte cette ANI, comme vous l'avez qualifié, cette ANI pour la fonction publique. En revanche, évidemment, ça va permettre les instances de la structure tête de groupe de se concerter entre affiliés sur la façon d'appréhender et la façon je dirais de servir le marché sur cette nouvelle réglementation. Ok, merci. Enfin, c'est clair. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas dans le chat, ni… Ah, Camille, on ne t'entend plus.
le micro est coupé. Alors, il y avait une question au départ sur la façon dont on peut se procurer le livre. Alors, je crois qu'on a fait une slide après. Oui, alors voilà. Effectivement, donc chaque participant là aujourd'hui, et vous êtes plus d'une soixantaine, hein. D'ailleurs, c'est une illustration de l'actualité parce que dans les participants, on a des représentants à la fois de groupes déjà constitués, importants, des plus modestes, des acteurs qui sont rentrés récemment, qui réfléchissent ou certains qui sont déjà sortis. Donc, voilà, les participants d'aujourd'hui sont bien l'illustration de ce que nous-mêmes voyons dans nos activités sur ce terrain-là. Alors, pour l'ouvrage, donc on va vous envoyer un email à l'issue de la conférence d'aujourd'hui, où on va vous adresser le support que l'on a diffusé aujourd'hui, et vous aurez également un lien pour recevoir gratuitement ce livre blanc qui est en commande par ailleurs sur nos sites internet, donc en version brochée. Donc sur le délai de réception, ça sera, je pense, sous un délai de 3 semaines environ que vous recevrez ça, mais vous allez recevoir cela tout de suite. Voilà, dès que vous inscrivez. Enfin, l'email. Oui, l'email tout de suite, et puis vous inscrivez, vous l'aurez d'ici 3 semaines. Voilà. Est-ce qu'il y a, on arrive quasiment à l'issue de notre timing annoncé. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Vous avez nos coordonnées, puis vous les aurez également dans le mail qu'on va vous transmettre. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur les volets plutôt actuariels, le volet plutôt juridique. On est à votre disposition avec Thierry. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir assisté nombreux à ce webinaire. J'espère que ça aura déjà répondu à certaines de vos attentes. Et puis, n'hésitez pas donc à commander ce livre blanc qui est le fruit du partenariat donc, entre Corus et Actuelia, et au-delà des ouvrages d'édition que l'on pratique aussi dans la vraie vie. Voilà, écoutez, merci à tous et puis à bientôt. Merci beaucoup à tous, à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.